je voulais commencer par une petite introduction sur le vocabulaire qui est évidemment révélateur de mentalité dans les représentations grecques. Et on parle souvent de ce terme xénos, dont on dit qu'il est ambivalent, qui renvoie à la fois à l'étranger et puis à celui qu'on accueille, donc à la fois l'ennemi et puis celui qu'on accueille. Et je voulais insister sur le fait que, bien sûr, le terme barbaros, on le connaît tous, le terme barbaros est finalement relativement récent. Il est apparu vraiment sous cette forme-là au début du 5e siècle avant notre ère, et xénos est bien le terme le plus ancien que l'on trouve déjà dans l'Iliade et l'Odyssée. En revanche, j'aurais bien aimé que les italiques restent, Sacha, par les œuvres, parce que c'est quand même mieux l'Iliade en italique que l'Odyssée en italique aussi. Voilà, donc xénos aussi, je l'aurais mis en italique. Bon, c'est pas bien grave. Donc le terme le plus ancien, et avec un sens originel. Alors que si vous prenez votre Bailly, parce que bien sûr vous essayez de faire du grec et vous prenez votre dictionnaire Bailly, et vous lisez que xénos, ça veut dire étranger, ça serait le premier sens, et ensuite l'autre. En fait, c'est l'inverse. Donc le dictionnaire Bailly mentionne à tort le sens d'étranger en premier. Oui, on peut trouver le mot xénos avec ce sens d'étranger dans l'Iliade, mais au chant 24 de l'Iliade, dans l'Odyssée aussi, dans une occurrence, mais le sens beaucoup plus fréquent de ce terme dans les poèmes homériques, c'est vraiment le sens d'hôte, c'est le sens originel, avec, comme je l'ai mis, des relations réciproques d'accueil qui obligent celui qui est reçu et celui qui reçoit, s'appellent tous les deux xénos en fait, donc comme notre mot hôte a cette même ambivalence en français, et donc les deux sont obligés effectivement par ces relations réciproques d'accueil. On fait des cadeaux, donc des xénias, que j'aurais mis là aussi en italique. Les xénias sont les cadeaux que fait celui qui vous reçoit. C'est très sympathique parce que quand on est reçu par un grec, c'est lui qui vous fait des cadeaux. Vous n'avez même pas besoin de lui en apporter. Enfin, vous pouvez, mais disons que c'est lui qui en fait. Et ces relations-là sont placées, évidemment, c'est quelque chose de très religieux, donc c'est placé sous la protection de Zeus, Zeus qu'on appelle Zeus Xénios, donc le Zeus hospitalier. Et l'engagement que contractent ceux qui se reçoivent, parce que voilà, quelqu'un venant de l'extérieur est venu chez quelqu'un d'autre qui l'a reçu, cet engagement qui les lie tous les deux se transmet aussi à leurs descendants. On voit ça dans l'Iliade, où on a Glaucos et Diomède, qui pourtant étaient dans deux camps ennemis, qui décident de ne pas se battre parce qu'ils se sont aperçus qu'ils descendaient d'hôtes et que leur grand-père, finalement, étaient des xénoi, l'un pour l'autre, s'étaient reçus l'un et l'autre. Donc, le sens d'étranger est secondaire par rapport à ce mot d'hôte, donc avec cette obligation d'accueil et cette obligation vraiment religieuse. Le sens d'étranger est secondaire parce qu'effectivement, l'hôte, il vient d'ailleurs, donc il est étranger, mais il n'est pas étranger hostile, et dans un premier temps, ce terme-là, effectivement, est assez neutre. Et on va l'employer, effectivement, dans ce sens d'étranger, mais comme adjectif après Homère. Notons une chose, c'est que quand il est question du vocabulaire militaire, les xénoi, ce sont les mercenaires, et on ne dit pas ça des alliés. On dit ça effectivement de ces mercenaires qu'on accueille finalement, là, qu'on accueille, qu'on est content d'accueillir parce qu'ils nous aident, mais donc c'est vraiment qui est plutôt réservé aux mercenaires. Le mot barbaros que nous connaissons tous, et qui effectivement, alors là aussi je l'aurais mis en italique, bon, je vais arrêter de vous embêter, Sacha, avec ça. Mais c'est le mot grec. Barbaros, en fait, et perse aussi, ici quand même. J'arrête de vous embêter, mais les perses, je l'aurais mis aussi en italique, parce que c'est le titre de l'œuvre. Barbaros, donc, ce terme que nous connaissons bien, en fait, il est relativement récent. Et le premier auteur qui l'emploie, c'est Échille, dans sa pièce Les Perses, qui raconte, vu du côté des vaincus, la bataille de Salamine, et qui est postérieure de 8 années à cette bataille de Salamine. Elle a eu lieu en 480, et c'est en 472, avant notre ère, donc, que Échille fait représenter cette pièce des Perses. Ce qui est le plus étonnant, c'est que le mot de barbaros, ou barbaroi au pluriel, est placé dans la bouche d'Atossa, qui est la mère du roi Xerxès. Donc c'est une Perse, c'est elle qui, effectivement, utilise ce mot barbaroi pour parler des Perses par rapport aux Grecs. Alors ça peut ensuite désigner plus largement à la fois les Mèdes et les Perses, mais toujours par rapport aux Grecs. Puisque j'en suis dans l'étymologie, petite considération quand même sur, j'ai dit tout à l'heure que le mot barbaros n'apparaissait que à partir des Perses d'Échille. On a quand même un composé barbarophonos qui apparaît dans l'Iliade au chant 2, c'est dans le catalogue des vaisseaux, donc quand le poète fait le catalogue de tous ceux qui sont partis à la guerre de Troie. Il est question des Cariens. Les Cariens sont présentés comme barbarophonoi
avec Nastès qui les conduit. Nastès conduisit les Cariens à la voie barbare, hein, c'est comme ça qu'on va traduire, et ça nous confirme en fait que ce mot de barbaros, il vient bien d'une onomatopée. Hein, le barbare, c'est celui qui fait beurre, hein, c'est celui en fait qu'on ne comprend pas. Hein, il parle une langue qu'on ne comprend pas, qu'on perçoit donc comme balbutiante. Hein, et vous avez d'ailleurs avec la même onomatopée le mot balbus en latin qui veut dire le bègue, hein, celui qui bègue. Donc, un terme barbaros qui a eu une fortune considérable, puisqu'il s'est mis effectivement à désigner l'ensemble des noms grecs, des non-hélènes. On va y revenir avec Hérodote et Thucydide, tous les deux, dans le début de leur œuvre, mettent en parallèle, enfin mettent face à face les Grecs et les barbares. Hein, donc les Hélènes plutôt et les barbares. Et donc ce mot de barbaros, celui donc qui désigne, vous voyez dans l'Iliade, c'était simplement pour une population hein, de ces contingents qui allaient à la guerre de Troie. Finalement, ensuite, ça devient effectivement quelque chose qui désigne l'ensemble des non-hélènes, des non-grecs. Autre petit apport de sémantique, nous avons une citation de Thucydide au livre 8, quand il est question de l'été 411, on est à la fin de l'été 411, le contexte c'est que les oligarques, les 400 hein, qui avaient renversé la démocratie à Athènes, se sont fait déposer à la suite de défaites militaires et ils vont passer à l'ennemi. Et à ce moment-là, l'un des stratèges, donc qui faisait partie des oligarques, Aristarque, prend avec lui quelques archers et, nous dit Thucydide, il les prend parmi les plus barbares. Donc on utilise le terme barbare au superlatif, hein, c'est donc toxotastinas, quelques archers, tous barbarotatus, donc parmi les plus barbares, c'est-à-dire en fait parmi les moins hellénisés. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit de marcher contre des Athéniens. Donc c'est des mercenaires qui sont du côté des Athéniens, mais il s'agit de marcher contre des Athéniens. Donc on prend ceux qui sont à l'extrémité du spectre, qui sont effectivement les plus opposés, les moins hellénisés, pour aller faire tomber Oinoé, qui est une forteresse athénienne, et la faire tomber aux mains des Béotiens. Donc là, il y avait une trahison. Donc on voit assez bien que le tournant dans cette représentation de l'étranger, et de l'étranger par excellence finalement, qui est le Perse ou le Mède, le tournant c'est bien les guerres médiques. On a effectivement des étrangers qui sont vus comme des ennemis, et l'opposition binaire entre d'un côté les Hellènes, de l'autre les barbares, l'opposition binaire, elle se fait dans ce contexte guerrier, dans le prooimon, je vais y revenir, d'Hérodote, dans le début de son œuvre, dans le début de l'œuvre de Thucydide, qui est imité en fait de celui d'Hérodote, et puis donc dans ce contexte où Thucydide nous parle donc de cette utilisation de barbares les moins hellénisés pour marcher contre des Athéniens. Donc un mot barbaros qui apparaît effectivement assez tardivement, donc mot formé sur une onomatopée, et donc après les guerres médiques, hein, ça désigne les non-hélènes. Je préfère dire les non-hélènes plutôt que les non-grecs, mais enfin vous comprenez bien que c'est la même chose, et donc surtout les Perses. Alors, je voulais donc faire un petit détour dans une première partie par ce que nous disent les historiens classiques, disons certains d'entre eux, nous allons parler d'Hérodote, de Thucydide et de Xénophon. Et avec une mention particulière pour Hérodote, parce que c'est vraiment celui qui consacre le plus de temps, le plus de développement à nous parler de ces non-hélènes. Hérodote, je l'ai qualifié de voyageur curieux parce que c'est effectivement à ce titre qu'il se met à nous parler de ces étrangers, de ces barbares, mais de différents peuples. Je reprends ici alors ce qu'on peut appeler prologue, ce qu'on appelle proème aussi. En fait, c'est le tout début de son œuvre, donc le proémon, en grec, le proème, mais si vous préférez, le prologue. Hérodote de Tourioi expose ici ses recherches, ce qui a donné le mot histoire, hein, puisque c'est histories apodexis, hein, donc de son enquête, voici le compte-rendu. Donc Hérodote de Tourioi expose ici ses recherches. Là, j'ai repris la traduction de Legrand, mais vous allez voir, je l'ai un petit peu modifié, pour empêcher que ce qu'ont fait les hommes avec le temps ne s'efface de la mémoire, et que de grands et merveilleux exploits, accomplis les uns par les Hellènes, les autres par les barbares, ne cessent d'être renommés, en particulier ceux qui fut cause qu'ils entrèrent en guerre les uns contre les autres. Alors j'ai un petit peu modifié la traduction de Legrand, parce que Legrand disait de grands et merveilleux exploits accomplis tant par les barbares que par les Grecs. J'ai restitué l'ordre qu'a donné Hérodote, donc c'est Tamen et les Scythes,
les uns par les Grecs, t'as des barbares aussi, les autres par les barbares. Donc j'ai rectifié cet ordre-là. Et j'ajoute que j'aurais aussi pu modifier la traduction de grands et merveilleux exploits, parce qu'il est question en grec de erga megala tekai thomasta. Donc il s'agit en fait de grandes réalisations, d'œuvres grandes et merveilleuses, impressionnantes. Et en fait, ça ne désigne pas nécessairement que des exploits guerriers. Je pense que Le Grand a traduit par exploit parce que effectivement le thème principal ce sont les guerres médiques, mais il n'y a pas que ça dans l'œuvre d'Hérodote. Donc plus largement ce sont les grandes œuvres, et ça peut être des villes, des sanctuaires, des grands travaux aussi. Hein. Hérodote est passionné par les grands travaux, par exemple des travaux hydrauliques. Et j'ai aussi modifié l'introduction de Le Grand puisqu'il répétait ce qui suppose que Grecs et barbares entraient en guerre les uns contre les autres. En fait, ça n'est pas répété à ce moment-là, donc je crois qu'il ne faut peut-être pas non plus trop insister. Il est clair que dans son poème, Hérodote, effectivement, a mis en regard les Hellènes et les barbares. Et ces barbares, effectivement, c'est évidemment surtout les Perses dans ce cadre-là. Alors, Hérodote, oui, c'est le voyageur curieux de tout. C'est aussi l'exilé, c'est celui qui, peut-être par ce fait-là, est plus attentif aux autres qu'un Thucydide. Vous me direz, Thucydide aussi a été exilé, mais Thucydide, il a été exilé dans ses terres, en Thrace, là où sa famille avait un domaine. Hérodote, lui, il a été amené à voyager beaucoup, et puis il était originaire du littoral anatolien, qui déjà était effectivement exposé à d'autres cultures, les Lydiens, les Perses ensuite. Et il a découvert l'exil dès l'âge de 20 ans, hein, puisque sa famille a été exilée d'Halicarnasse, qui s'est retrouvée à Samos, qui était un carrefour culturel, etc. Et c'est aussi quelqu'un qui est attentif aux autres voyageurs. Il nous parle beaucoup de Solon, hein, dans son livre 1, Solon, le législateur athénien, et il nous dit que Solon a voyagé, alors pour ne pas être obligé de changer ses lois à Athènes, mais il nous parle de la théorie de Solon. Donc en fait, on peut traduire ça par le désir de connaissance. Solon aurait voyagé pour finalement connaître d'autres cultures. Et donc, Hérodote, effectivement, est ce voyageur curieux qui veut aussi restituer tout ce qu'il a entendu comme il l'a entendu. Et il ne faut pas oublier non plus que s'il nous parle de cette volonté d'empêcher, effectivement, que le temps efface ce qu'ont fait les hommes, c'est parallèle avec l'épopée. En fait, alors on dit qu'Hérodote était le neveu de Pagnasis, un poète épique. Il est en tout cas le premier prosateur et un héritier de l'épopée, celui qui veut que finalement on raconte les exploits des hommes autant qu'on a raconté ceux des héros dans l'Iliade évidemment et dans d'autres poèmes épiques qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Donc il y a cette idée effectivement de rendre immortelles aussi des réalisations, quelles qu'elles soient, et pas seulement des combats d'hommes, et que ces hommes soient effectivement hellènes ou barbares, c'est les deux. Donc il y a une prise en compte effectivement de cette différence et du fait que on peut être un excellent combattant, on peut accomplir de très belles choses, même quand on est un barbare. Donc ce n'est pas effectivement quelque chose de dévalorisé que d'être un barbare. Donc je dirais aussi, mais je sens que je m'étends beaucoup trop, mais je voulais quand même aussi dire que Hérodote a été très mal vu par Plutarque. Plutarque qui a consacré un traité qui s'appelle de la malignité d'Hérodote, et Plutarque qui a l'impression qu'Hérodote finalement est beaucoup trop favorable aux barbares, il l'appelle Philo-Barbaros. Ben oui, mais finalement pour nous c'est quand même une excellente chose parce que ça nous a permis d'avoir énormément de renseignements sur beaucoup de peuples, même si tout n'est peut-être pas tout à fait rigoureux, il n'empêche que c'est quand même très intéressant. Il y a le goût pour la différence et l'exotisme chez Hérodote, il s'intéresse effectivement à des choses qui sortent de l'ordinaire, et puis on sait aussi qu'il se livrait à des lectures publiques de son œuvre, et qu'il voulait plaire à son public, ce qui d'ailleurs lui a valu une certaine animosité de la part de Thucydide, qui trouvait que finalement Hérodote avait fait une œuvre où il y avait beaucoup trop de mutodes, donc quelque chose qui ressemblait au mythe, des récits merveilleux faits pour plaire à l'auditoire d'un moment, alors que lui, Thucydide, voulait faire un kthéma essayei, donc un trésor pour l'éternité, mais en étant sérieux, et pas pour plaire. Donc alors, oublier sans d'étranger, donc c'est effectivement cette idée plutôt qu'on a un Hérodote intéressé par l'exotisme et la différence. Mais alors, on a vu en lui quelqu'un, et c'est notamment le cas de François Artaud, qui a fait un bouquin très intéressant qui s'appelle Le Miroir d'Hérodote, mais peut-être un peu trop systématique
où pour François Hartog, Hérodote, en fait, aurait promené son miroir et se serait intéressé aux autres peuples pour proposer un reflet inversé aux Grecs, pour leur proposer finalement un portrait d'eux-mêmes, un portrait en creux ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas simplement cette idée-là, il n'y a pas simplement la volonté de mettre en avant quelque chose qui serait le reflet inversé des Grecs, un véritable intérêt chez Hérodote pour les cultures différentes, et des cultures différentes envisagées dans leur diversité. Donc quand on dit, et c'est très intéressant parce que du même côté d'Hartog, vous avez toute l'école Vernon, hein, ce qu'on appelait l'école de Paris d'anthropologie comparée. Pour eux, il y aurait cette idée que finalement les autres seraient des barbares dans une espèce de nébuleuse indéterminée et qu'ils seraient tous finalement, qu'ils représenteraient tous l'autre, donc le nom grec. En fait, c'est pas simplement un seul nom grec, mais c'est effectivement des peuples différents qu'on envisage dans leur diversité et qu'Hérodote essaie effectivement de montrer dans cette diversité. Donc pas une opposition simplement binaire entre d'un côté les Hellènes et de l'autre côté tous les barbares. Alors ça se voit très bien dans les 4 premiers livres d'Hérodote, où là on a parlé presque d'une recherche anthropologique. À partir du livre 5, il nous parle surtout de la révolte de Lyonie et puis des 2 guerres médiques, donc ça devient plus chronologique, il devient peut-être davantage historien, il est plutôt ethnologue et anthropologue dans les 4 premiers livres où il nous parle effectivement des différents peuples, du territoire qu'ils occupent, de leur genre de vie, comment ils s'alimentent, comment ils s'habillent, comment ils sont coiffés, dans quel habitat ils vivent, leurs mœurs, les coutumes matrimoniales, les rites funéraires, leur réalisation ou l'absence de réalisation, leurs lois et règles, ou quand ils n'en ont pas, parce que ça ne lui plaît pas trop, hein, et les croyances religieuses. Donc, alors, c'est vrai, on l'a dit, ces peuples, Hérodote les présente par comparaison avec les Hellènes. Hein, il insiste beaucoup sur ce qui est différent, effectivement, de ce que font les Grecs. Le plus souvent en opposition, les Lydiens, les Perses sont en opposition avec les Hellènes. Et parfois, dans un rapport d'analogie, les sites sont peut-être davantage rapprochés des Grecs. Et donc, oui, pour Hérodote, on a l'impression que la norme est grecque, mais je dirais que c'est plutôt son point d'observation. Il est grec, bien sûr, il est grec, d'Halicarnasse, mais il est grec, et donc oui, il voit les choses en grec. Mais son intérêt pour la différence n'est pas simplement pour dire, voilà, ça n'est pas grec, donc ça m'intéresse, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quels sont les peuples sur lesquels il s'étend le plus? Les Lydiens, hein, au début de l'œuvre, les Perses et les Mèdes, bien sûr, qui vont être les adversaires des Grecs, mais aussi les peuples conquis par les Perses, notamment les Égyptiens. Il est question à l'occasion des Éthiopiens, des Scythes au livre 4, des Thraces au livre 5. Donc même quand on n'est plus dans les 4 premiers livres, on peut s'intéresser à d'autres peuples. Et puis énormément de peuples. Alors je ne pourrais pas tous les recenser parce que là, finalement, on serait encore demain matin. Mais vous avez tout le dénombrement que Xerxès fait de son armée à Doriscos, en Thrace, donc au début de la Seconde Guerre médique. Et ce catalogue, donc, est fait par Hérodote. C'est au livre 7, ça va du chapitre 61 au chapitre 99. Et il détaille tous les contingents de l'armée de terre, puis de la cavalerie, puis de la marine, et l'équipement de chaque groupe. Alors, on a beaucoup discuté là-dessus, hein, sur voilà, ce qu'il nous dit de l'équipement, est-ce que parfois ça n'est pas un petit peu fantaisiste, mais effectivement, il y a cette attention pour la différence, et à l'intérieur donc, de l'Empire perse, effectivement, ces différents peuples. Alors, on a parfois mis en doute sa fiabilité sur certains points. On peut la mettre certainement. Cela dit, quand on regarde dans le détail, quand on essaie de croiser avec des sources orientales, des sources proches orientales, ben finalement, on n'a pas tant que ça de ces sources proches orientales. Alors, il y a le cylindre de Cyrus, où Cyrus fait sa propagande, il présente ses conquêtes, l'inscription de Darius à Behistun, les tablettes et les reliefs aussi de Persépolis. Donc, finalement, on se rend compte que quand on peut avoir une espèce de pierre de touche, ben, oui, il a pu se tromper sur certaines choses, mais par exemple, les noms de personnages, beaucoup de noms de personnages sont authentiques. Parfois, le récit est peut-être pas tout à fait fidèle, mais les Perses aussi ont fait de la propagande, donc il peut aussi y avoir ce décalage. Et puis, il y a aussi le fait que Hérodote a eu surtout des sources orales. Alors, il ne lisait pas le perse, il avait recours aussi à des traducteurs, et les témoignages qu'il a recueillis sont très probablement des témoignages du grec ou d'autres, mais qui étaient des hellénisés.
On a pas mal discuté ce qu'il dit du costume perse. Hein. Il y a, je trouve, un article d'Armayor qui a beaucoup discuté ça, en mettant en avant le relief de la Padana au palais de Suse. Mais finalement, ce qui a ce relief de la Padana, ce sont des tenues d'apparat. Vous avez des Perses archers avec des longues tuniques, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne portaient pas les anaxirides, donc des pantalons finalement, dans leurs expéditions. Donc une fiabilité mise en doute sur certains points, mais une image globalement fidèle des Perses et de leur empire, et aussi des autres populations. Donc oui, il y a des erreurs, mais qui ne sont peut-être pas toujours de la faute d'Hérodote. Il y a aussi probablement des fantaisies, hein, ou peut-être qu'il invente parfois quand il n'a pas toutes les sources qu'il voudrait, mais globalement, en fait, il semble plutôt bien informé. Et puis cette volonté d'éclairer son public. Hein. Et encore une fois, je le répète, il dit, voilà, moi, ma mission, c'est de dire tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai recueilli, comme je l'ai entendu. Donc une volonté d'éclairer son public, mais aussi ça va plus loin que simplement dire les choses comme il les a entendues. On voit en lui la volonté de combattre, même à l'occasion, certains préjugés, voire certains mythes. Alors, j'ai mis en avant cette citation qui va faire écho à quelque chose qu'on va voir un petit peu plus loin, une représentation d'un épisode mythologique. Les Grecs racontent beaucoup de choses inconsidérément, donc c'est Hérodote qui parle. C'est une sottise, entre autres, que ce récit qu'ils font au sujet d'Héraclès. Étant venus en Égypte, disent-ils, les Égyptiens le couronnèrent de bandelettes et l'emmenèrent processionnellement pour le sacrifier à Zeus. Lui, pendant un temps, serait resté tranquille. Mais comme près de l'autel on procédait à sa consécration, il recourut à la force et massacra tout le monde. Quand ils font ce récit, les Grecs me paraissent ignorer tout à fait le caractère et les coutumes des Égyptiens. Alors oui, Hérodote est scandalisé parce qu'on présente les Égyptiens comme ayant pu faire des sacrifices humains, et c'est pas possible, ils n'ont même pas le droit de sacrifier tous les animaux, sauf ceux qui répondent à certains critères. Et puis il dit non, non, vraiment, là, les Grecs, voilà, vous voyez, il ne se place pas, il est grec lui-même. On dit souvent, il oppose les Grecs et les barbares, mais là, il se met du côté des barbares, il se met du côté des Égyptiens. C'est les Grecs qui racontent des choses inconsidérément, c'est les Grecs qui me paraissent ignorer tout à fait le caractère et les coutumes des Égyptiens. Il est lui-même allé en Égypte, et donc il veut effectivement rétablir la vérité. Alors, c'est en fait quelque chose, c'est un épisode mythologique, c'est l'épisode d'Héraclès et Busiris, sur lequel je reviendrai. C'est un des parergas d'Héraclès. Les parergas, c'est les épisodes qui sont des aventures qu'on a rajoutées aux 12 travaux, qui étaient des aventures probablement indépendantes, qu'on a essayé d'insérer, que les mythographes tardifs ont essayé d'insérer. Là, c'est sur la route du Jardin des Hespérides, et il y en a plusieurs sur cette route du Jardin des Hespérides. Alors, c'est un épisode qui est assez fréquemment représenté dans l'iconographie sur les vases, et je propose d'ailleurs qu'on y revienne un petit peu plus tard. Mais donc, un Hérodote qui est attentif à rétablir, vous voyez, la vérité, donc qui ne se place pas toujours du côté de la vérité. Alors, je voulais dire quelques mots de Thucydide, qui évidemment n'est pas l'ethnologue que l'on trouve chez Hérodote, qui a évidemment une autre perspective. Thucydide, que j'ai baptisé ici de successeur distant, oui, il est le successeur d'Hérodote, il est un peu obsédé quand même par Hérodote, et comme il est obsédé, il se situe aussi, oui, en porte-à-faux, mais en reprenant, en les inversant, certaines positions d'Hérodote. Thucydide d'Athènes, et il se nomme déjà Thucydide d'Athènes comme Hérodote, s'est nommé Hérodote de Tomioi, la cité qu'il avait accueillie sur la fin de sa vie. Thucydide d'Athènes a mis par écrit comment se déroula la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens. Il s'était mis au travail dès les premiers symptômes de cette guerre, et il avait prévu qu'elle prendrait de grandes proportions et une portée pas sans celle des précédents. Il pouvait le conjecturer parce que les deux groupes étaient en l'abandon dans le plein épanouissement de toutes leurs forces, et d'autre part, il voyait aussitôt ou en projet le reste du monde grec se joindre à chaque camp. Ce fut bien la plus grande crise que connurent les Hellènes et une partie des barbares, pour ainsi dire la plupart des hommes. Alors j'en ai parlé aux étudiants de 12e année qui se disent « elle radote », oui, elle radote un petit peu, mais là ça vaut le coup effectivement parce qu'on a un Thucydide donc, qui fait une introduction de son œuvre qui, tout en inversant les choses par rapport à Hérodote, se situe par rapport à Hérodote. Hérodote parlait du fait d'arracher à l'oubli les grandes mais merveilleuses réalisations des Hellènes et des barbares, et là les Hellènes et les barbares n'arrivent qu'à la fin, on parle de la guerre elle-même, et on étend, et donc ce Thucydide nous parle lui aussi des Hellènes et d'une partie des barbares. Alors cette partie des barbares, finalement, il en parlera assez peu, mais on voit bien que pour lui aussi,
il faut focaliser les choses sur ces deux camps. Mais, et là je cite Dominique L'Enfant, hein, qui a écrit un livre très intéressant, fait en fait de notices sur les auteurs. Elle l'a écrit, elle l'a dirigé aussi parce qu'elle n'a pas écrit toutes les notices. C'est Dominique L'Enfant, donc, dans Les Perses vus par les Grecs, lire les sources classiques sur l'Empire achéménide. C'est un livre qui est paru en 2011. Et elle note à propos du Thucydide que voilà, il y a une faible présence des Perses dans l'ensemble du récit de la guerre du Péloponnèse. Or, pourtant, ils sont présents. Et justement, on s'est demandé s'il n'y avait pas une réaction contre Hérodote. Hérodote a beaucoup parlé des Perses, donc moi j'en parle moins. Mais c'est vrai que Thucydide a aussi un point de vue différent. Cette faible présence des Perses, en fait, elle s'explique par le fait que Thucydide met l'accent surtout sur les relations diplomatiques, sur les relations effectivement d'État à État, et il n'a pas envie de décrire le costume des uns et des autres. Il peut parler des mercenaires dans chaque camp, alors ça c'est évidemment plutôt à propos des Thraces. J'ai mis effectivement ça sur les Thraces parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plus précis sur les Thraces. Il donne quelques éléments. Les Thraces, oui, Thucydide devrait être plus précis sur les Thraces. Il avait lui-même un domaine du côté de la Thessylée, il avait une possession dans ce domaine de l'Interthrace. Lui, il raconte la guerre du Péloponnèse, il l'a dit, c'est mettre par écrit comment se déroula la guerre entre les Péloponnesiens et les Athéniens, les faits et des faits politiques et militaires. Donc on n'a pas chez lui cette fibre ethnologique, mais parfois ça nous manque un petit peu. Il nous parle de Peltas de Thrace, de la tribu des Diens, donc on voit qu'il est bien renseigné. Il nous dit juste, c'est un peuple thrace armé de l'épée courte. Armerie, peut-être quand même, ne serait-ce que sur cette question de l'armement, un petit peu plus de précision. Donc un Thucydide qui, lui, est moins intéressé effectivement par cette diversité. Il est quand même beaucoup plus athénocentré, même si bien sûr il nous parle des camps dans la guerre du Péloponnèse, bien plus athénocentré qu'un Hérodote. Même si, encore une fois, il se situe en... Quelques mots sur Xénophon. Xénophon, observateur attentif, je l'ai mis, observateur attentif, mais j'ai mis des points de suspension parce que c'est aussi un moraliste. Dans l'Anabase, qui est donc ce récit de l'expédition des 10 000 mercenaires grecs qui étaient aux côtés de Cyrus dans sa querelle dynastique contre son frère aîné qui était le roi Artaxerxès, Xénophon a vraiment observé effectivement ce qu'il a vu. Donc il est mercenaire aux côtés d'un certain nombre de Perses, et on le voit finalement attentif aux régions qu'il traverse, attentif aussi aux peuples qu'il croise, même si les Perses eux-mêmes sont moins présents. Je voulais juste quand même vous montrer un passage de Xénophon, et ces Perses sont quand même bien observés par moments. Donc c'est dans l'Anabase, livre 1, chapitre 5, alinéa 8. Cyrus, donc, je vous donne le contexte, Cyrus, qui fait cette querelle dynastique contre son frère aîné, ordonne au seigneur perse d'aider à désembourber les chariots. Alors c'était simplement les mercenaires étrangers qui devaient désembourber les chariots qui étaient en mauvaise posture, et Cyrus trouve que ça ne va pas assez vite. Donc il ordonne à ces seigneurs perses, qui sont richement vêtus, d'aller les désembourber, et eux se précipitent, vraiment se précipitent en bas de la pente pour faire cette opération qui va être justement menée rondement. Et Xénophon donc les décrit courant avec leurs riches tuniques, leurs larges pantalons brodés, les poikilas anaxuridas, donc c'est des anaxirides, quelques-uns même avec leurs colliers au cou, leurs bracelets au poignet. Donc on a effectivement là un témoignage de quelqu'un qui a bien vu ces Perses avec des anaxirides et non pas des Perses en longue tunique comme sur le relief de la Padana, et qui nous voilà, qui croque finalement cette scène avec des seigneurs perses qui se précipitent sur les ordres de Cyrus. Les Helléniques sont aussi, c'est l'œuvre historique de Xénophon qui prend la suite de la guerre du Péloponnèse de Thucydide et qui va au-delà de la guerre du Péloponnèse puisqu'il va jusqu'en 362 avant notre ère. Les Helléniques aussi sont fiables. Mais on se rend compte que dans d'autres de ses œuvres, Xénophon se fait plutôt moraliste et qu'il lui arrive d'adapter les réalités perses à ses démonstrations. Il le fait dans l'économique, donc pour louer le grand roi, qui est un excellent administrateur, donc le roi des Perses, et dans Agésilas, qui est cette biographie, cet éloge du roi de Sparte Agésilas, ben finalement, là, c'est le contraire. Le roi des Perses est quelqu'un de condamnable, puisqu'il est l'ennemi du roi Agésilas. Et la Syropédie, là aussi on pourrait mettre des guillemets, des Italiques, pardon, la Syropédie donc sur l'éducation de Cyrus le Grand est censée donc présenter la Perse du VIe siècle, elle présente plutôt celle de son époque, le IVe siècle. Donc voilà, on est finalement avec Xénophon qui pourtant a vu les Perses de près, on a
d'une présentation qui est variable selon effectivement ses besoins, selon les besoins de certaines de ses œuvres. Mais dans l'Anabase et les Helléniques, on a quelqu'un effectivement attentif aux autres, comme pouvait l'être Hérodote.